du Bureau national de la SPS. Puis il y aura Anna, qui est une de nos adhérentes, qui va lire des témoignages de Palestiniens de Gaza. Et ensuite, nous aurons le bulletin de Claude. Donc, voici le communiqué. Voici, si tu... Super le son, hein, super. Ouais, on m'a dit il faut poser sur le menton. Merci à Solidaire. Alors, sordides et calculées, les tentatives de disqualification de l'UNRWA visent les réfugiés palestiniens. 12 employés parmi les 13 000 qui exercent au sein de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine à Gaza, UNRWA, ont été accusés sans preuve par les services de communication du Shin Bet israélien d'avoir participé aux attaques du 7 octobre. Ils ont été immédiatement suspendus par le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, qui a ouvert une enquête. Cela n'a pas empêché 9 pays occidentaux, États-Unis en tête, aussitôt suivis notamment par la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, l'Italie, l'Allemagne et la Finlande, de décider d'interrompre leur contribution financière à l'UNRWA. Toute honte bue, la France leur a rapidement emboîté le pas. Macron complice du génocide. Macron complice. L'institution onusienne et l'ensemble de ses équipes se voient brutalement mises en cause et pénalisées. Exerçant leur mission dans des conditions extrêmement difficiles, ce sont tous des employés de la plus importante organisation humanitaire dans la bande de Gaza qui se voient empêchés de fournir l'aide alimentaire, les produits d'hygiène qu'elle est pratiquement la seule à fournir à une population menacée par la famine et les épidémies qui se propagent. Ce sont plus de 2 millions de Palestiniens réfugiés et déplacés internes qui dépendent des services de l'UNRWA pour survivre du fait de la guerre, trouver un refuge, tenter de s'alimenter, être protégés. Les écoles et centres de soins déjà fortement endommagés par les bombardements risquent donc de fermer. Le gouvernement Netanyahou n'a jamais caché son désir de voir l'UNRWA disparaître, de même qu'il voudrait voir disparaître le droit au retour des réfugiés et les réfugiés eux-mêmes, ainsi bien évidemment que leur statut garanti par l'UNRWA. Fragilisé financièrement par le désengagement financier des États-Unis, l'UNRWA a déjà été visée par des campagnes de disqualification fomentées par Israël. Elle doit régulièrement faire appel aux donateurs pour son fonctionnement. Ce sont donc les 6 millions de réfugiés palestiniens bénéficiaires des services assurés par cette organisation, aide alimentaire, école, soins de santé, primaires, qui sont directement impactés à l'heure où Israël attaque les camps de réfugiés quasi quotidiennement en Cisjordanie et en détruit méthodiquement les infrastructures. Impossible de ne pas y voir une contre-offensive éhontée de la part d'un État qui s'enfonce dans le déni, une réponse cynique et sordide à la décision de la Cour internationale de justice du 26 janvier. Comment ne pas être horrifié par ce soutien de ses alliés occidentaux à Israël dans ses actes génocidaires? Ont-ils perdu toute humanité? Alors que l'urgence est à l'application des ordonnances de la CIJ pour prévenir le risque sérieux de génocide à Gaza, alors que ces États n'ont pas trouvé la moindre sanction à appliquer à Israël pour l'arrêter dans son entreprise génocidaire qui dure depuis 115 jours, ils n'hésitent pas à enfoncer encore plus dans l'enfer une population sans défense de plus de 2 millions d'habitants, dont près de la moitié d'enfants. Par leur décision, ce sont maintenant eux qui privent les Palestiniens de Gaza de moyens de survivre. Ils ne sont plus seulement complices, mais deviennent responsables. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres,
a exhorté dimanche les pays ayant suspendu leur financement à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à, je cite, au moins garantir la poursuite de ces opérations dont 2 millions de personnes dépendent pour leur survie au quotidien. L'histoire jugera cette faillite politique et morale de pays généralement enclins à donner des leçons au monde. Les financements doivent revenir immédiatement à l'UNRWA. Et maintenant, Anna va lire les témoignages de 2 journalistes palestiniens de Gaza. Donc du coup, en fait, je vais vous présenter un petit peu le contexte dans lequel les paroles ont été dites, mais globalement, modulo de la traduction, en fait, c'est leurs mots, en fait, que je vais vous dire. Donc c'est 2 journalistes. Première journaliste, c'est Bissan Aouda qui a diffusé ce message le 17 janvier dernier. Elle se trouvait cette nuit-là à l'hôpital Nasser de Khan Younes et les bombardements étaient très forts et très proches. La zone était en passe d'être envahie et les personnes présentes sur place ne savaient pas si elles allaient survivre à cette nuit. Les journalistes diffusaient en direct ce dont ils étaient alors témoins. Donc voici ce qu'elle disait. « Je veux rentrer chez moi, même si c'est détruit. Je ne sais pas d'où vous me parlez, d'où vous me regardez. En Europe, en Amérique, en Australie, si vous me voyez de l'Asie, de l'Afrique, si vous êtes arabe, je ne sais pas. Mais si je vous disais, je vous tuerais devant le monde entier, si vous ne me donnez pas tout ce que vous et vos enfants et votre famille avez, que feriez-vous? Hein? Que feriez-vous? Vous ne me donneriez jamais votre maison. Vous vous battriez. Je ne me bats pas, j'enregistre. Je suis en train d'essayer de survivre à cela autant que je le peux, sans être une réfugiée plus que je ne le suis déjà. » Le lendemain, elle a posté un message qui est le suivant. « Après ma survie miraculeuse cette nuit, alors que j'étais coincée dans l'hôpital jusqu'à maintenant, il est temps que ceci s'arrête. C'est la justice contre l'injustice, et le bien contre le mal. C'est une guerre contre l'humanité et le monde, pas seulement contre Gaza. Ici, nous sommes à présent tous sous les bombardements, et nous risquons de mourir à tout moment. Et vous pouvez faire la différence. Nous, populations civiles à travers le monde, nous n'avons pas les outils de la guerre. Nous n'avons pas soif de tuerie et de mort. Nous avons seulement nos cordes vocales dans les manifestations et le boycott du mouvement économique de nos pays, en particulier ceux qui soutiennent ce génocide commis par Israël à Gaza. Faites grève de vos mouvements économiques, professionnels et de votre vie normale, car rien n'est normal dans cette vie. Faites grève autant que vous pouvez et manifestez, pendant une semaine entière ou jusqu'à ce que cette folie s'arrête. Vous pouvez perturber les économies qui soutiennent le génocide et faire entendre vos voix et nos voix. Appelez à la grève pendant la semaine prochaine, donc c'était la semaine du 21 janvier passé. Appelez à la grève pendant la semaine prochaine pour un cessez-le-feu immédiat et permanent. Nous sommes des êtres humains comme vous. Nous avions de jolies villes, beaucoup de vies et de rêves. Elles ont été détruites sous vos yeux et sont toujours en train d'être détruites. Vous pouvez faire la différence et arrêter ce génocide. Ne désespérez pas et continuez jusqu'au cessez-le-feu. Là, à présent, je vais vous partager la parole du journaliste Mortaz Azaïza qui a quitté Gaza, en fait, et il a parlé donc le 1er février dernier. Donc, pendant plus de 100 jours, Mortaz a documenté les atrocités commises par Israël à Gaza. Au moins 27 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre et plus de 8 000 sont portés disparus. Il dit que son amour pour la Palestine et son peuple lui ont permis de tenir pendant les attaques incessantes. Il a pris la décision d'évacuer Gaza le 23 janvier dernier. Voici ce qu'il dit. « Je suis parti afin de pouvoir continuer depuis l'extérieur, pour de vrai. Et je veux comprendre comment vous pouvez vivre une journée normale en voyant au travers du téléphone de Mortaz, puisqu'il faisait des reportages vidéo avec son téléphone, en voyant au travers de mon téléphone les gens se faire tuer, se faire assassiner sous vos yeux, et vous mettez des likes sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas de vos likes, non. Non, je veux que vous agissiez. Allez manifester. Allez demander aux membres de votre gouvernement d'arrêter cela, de faire pression sur Israël. Et si vous n'agissez pas, nous allons continuer à faire du bruit. Nous n'allons pas rendre cette vie facile pour qui que ce soit. » Ensuite, il enchaîne sur son expérience. « Les images les plus terrifiantes, je ne les ai jamais prises. Je n'ai jamais eu la capacité de les prendre. J'étais choquée et je ne pouvais même pas prendre l'appareil photo pour les prendre. L'armée israélienne tue sans merci, détruit sans merci. Les derniers jours avant que je parte, les tanks israéliens étaient au bout de ma rue. Et oui, je veux rester chez moi et ne jamais partir. Mais s'il y a les drones, les jet fighters,
les hélicoptères israéliens, les tanks israéliens, la marine israélienne qui bombarde au même moment. Comment pourrais-je, juste habillé comme je le suis et avec mon appareil photo, aller affronter cela? Et lorsqu'il pénètre dans un lieu, il ne montre aucune pitié. Il tue pour effrayer les gens afin qu'ils partent. Et il conclut, c'est l'amour de la terre, l'amour du pays. Donc lorsque vous aimez quelque chose, vous vous battez pour cela, n'est-ce pas? Si vous aimez une personne et vous voulez lui prouver que vous l'aimez, vous vous battez pour elle, pour lui montrer. Et ceci est l'amour de ma terre de Palestine. Je souhaite que la Palestine soit libre. On a des témoignages quasiment en direct qu'il faut entendre ici, et puis finalement ces appels à manifester, on essaie de continuer à le faire. On vous remercie de continuer à venir après plus de 3 mois de massacre. Alors mon bulletin, comme dit Claire, je ne suis pas vraiment un bulletin, mais voilà, non, ça va, je pense. Et bon, bah, la semaine dernière, on a tous été surtout marqués par cette affaire de l'UNRWA qui sort très opportunément au moment où Israël est mis en cause clairement par la justice internationale. Cette affaire de l'UNRWA n'a pas empêché que se tienne ce week-end, le week-end dernier, juste après le jugement à la CIJ, un rassemblement de plusieurs milliers de personnes, vous avez peut-être vu ça, pour exiger le nettoyage ethnique de Gaza. C'est important, plusieurs milliers de personnes en pleine guerre. On a dansé, on a fait la fête, alors que de l'autre côté du mur, les morts s'entassent, en présence de nombreux élus et de au moins 11 ministres, d'après ce que j'ai lu, dont au moins 7 du Likoud, le parti de Netanyahou. Voilà. Pour ajouter au scandale de ce genre de manifestation, je ne sais pas si vous avez entendu aussi, fin de semaine, là, un reportage incroyable sur le caillassage des convois humanitaires par les colons, avec des témoignages, donc, parce qu'ils ne veulent pas que les camions rentrent, avec des témoignages complètement hallucinants, et j'ai envie de dire hallucinés, de certains colons, dont une en français, qui parlait très bien français. Voilà, il faut que l'aide humanitaire cesse pour que la guerre cesse, que tout le monde meure le plus vite possible. Voilà. Sur le plan juridique, on a eu cette décision historique de la CIJ. J'ai lu et entendu qu'il y a une autre démarche qui est lancée par certains pays, Mexique, Chili et d'autres États, auprès de la CPI. Alors la CPI, Cour pénale internationale, c'est une autre juridiction qui n'est pas reconnue par Israël, qui n'est pas reconnue non plus par les États-Unis. Donc on est dans l'ordre du symbole. C'est quand même des démarches importantes. Et des sénateurs, un groupe de sénateurs va proposer une motion pour que la France s'y associe. Et j'ai envie de dire, on leur souhaite bonne chance, pour que la France s'associe à ce genre de démarche. On leur souhaite bonne chance parce qu'on est forcé de constater que rien ne change dans le 2 poids, 2 mesures. On était tous la semaine dernière un petit peu sous le coup de cette décision historique de la CIJ, et certains d'entre nous disaient, voilà, ça va peut-être changer quelque chose. On était peut-être un peu naïfs, comme si on ne connaissait pas la force de frappe en communication d'Israël et de ses soutiens, les capacités de nuisance de tous ces relais dans le monde. Et on a vu qu'en moins de 24 heures, cette décision historique de la CIJ a été reléguée au second plan, y compris dans les médias. C'est de façon tout à fait honteuse, avec un discrédit sur une institution historique de l'ONU, qui est en fait un discrédit, même on peut le craindre, sur l'institution ONU elle-même. Donc quelque chose de gravissime, pas seulement pour les 6 millions de réfugiés qui dépendent de l'aide de l'UNRWA. Voilà, donc j'écrivais, faut-il s'étonner de cette décision? Et fallait-il s'étonner de la vitesse à laquelle les médias se sont emparés de cette affaire de l'UNRWA pour reléguer la décision de la CIJ au second plan? En fait, non. Un petit tour en arrière, depuis le 7 octobre, montre que rien ne semble devoir changer dans le 2 poids, 2 mesures qui prévaut depuis toujours dans ce conflit, tant à l'échelle des gouvernements que dans les médias dominants de notre pays, de nos pays occidentaux. Il semble même que l'évidence du parti pris pro-israélien n'ait jamais été aussi forte. Alors du côté des autorités politiques, petit retour en arrière, rappelez-vous que dans un premier temps, juste après le 7 octobre, les manifestations de solidarité à la Palestine étaient tout simplement, tout bonnement interdites, que des gens ont été contrôlés, arrêtés pour le simple fait d'avoir arboré un kéfier ou un drapeau palestinien. La semaine dernière, s'est tenu, je crois que c'est Metz, je ne suis plus très sûr de la ville, mais enfin dans l'est de la France, le procès de la présidente d'un groupe local de la FPS. Elle avait été arrêtée
dans la mi-octobre, pour avoir appelé à une manifestation. Cette manifestation a été interdite, mais quelques heures avant sa tenue. Et donc cette personne s'est déplacée sur les lieux pour prévenir les éventuels militants qui n'auraient pas été au courant de l'interdiction. Elle était donc à proximité du lieu de rassemblement. Elle a été arrêtée. 48 heures de garde à vue. 48 heures de garde à vue, alors qu'elle venait faire savoir que la manif était interdite. Voilà. Donc elle a été jugée, elle a été relaxée. Merci, on a envie de dire. Mais elle a quand même été jugée et elle a quand même passé 48 heures en garde à vue. C'est totalement hallucinant et révélateur. Je voudrais aussi citer de mémoire le préfet de l'Hérault qui disait dans une de ses circulaires d'interdiction, parce qu'il en a pris de multiples dans l'Hérault, disait toute manifestation de solidarité avec les Palestiniens, est un appel à l'antisémitisme et une incitation à la haine raciale, etc. Enfin, des choses totalement hallucinantes sous la plume d'un préfet. Voilà. Donc on peut dire que ça s'est arrangé de ce côté-là puisqu'on a le droit de manifester. Mais pas partout, et pas toujours. La semaine dernière, par exemple, à Échirolles, près de Grenoble, la salle était ouverte depuis 15 minutes et elle était déjà pleine. Il y avait 300 personnes dans la salle venues écouter Salah Hamouri et Alain Grèche. Pour ceux qui ne connaissent pas, Salah Hamouri est venu ici à Lannion, c'était un franco-palestinien qui a eu à subir les internements administratifs, condamnations sans preuve, etc. Et Alain Grèche, c'est quand même une des grandes plumes, un des grands spécialistes de cette histoire-là. Donc 300 personnes dans la salle, qui est ouverte depuis 15 minutes, et voilà qu'arrivent 5 fonctionnaires de police pour signifier l'interdiction de la conférence, au prétexte que le CRIF est intervenu auprès du préfet. Le CRIF local, Conseil représentatif de l'institution juive de France, au niveau local est intervenu auprès du préfet pour trouble à l'ordre public. Alors la conférence est quand même tenue parce que les organisateurs ont tenu bon, évidemment, et s'est tenue sans le moindre incident. On peut citer aussi, quelques jours plus tôt, à Lyon, une conférence prévue à l'université, dont le thème était Israël, et en gros c'était Israël, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, point d'interrogation. Le thème était clair. Conférence interdite, sur l'intervention du CRIF local et du président de région, monsieur Vauquier. Voilà, donc tout ça c'est au niveau politique, on voit où on en est. Mais à un autre niveau, alors, mais tout aussi éclairant, je trouve, sur l'ambiance, c'est une histoire aussi incroyable. Un médecin convoqué et admonesté par l'ordre des médecins à Nice pour un mot qu'il a posté sur un réseau social à titre privé, sur un réseau social privé, un mot de soutien au peuple palestinien. L'ordre des médecins le convoque et lui fait la leçon. On croit rêver. Voilà. Et puis, cela nous amène au traitement de l'information, un petit retour en arrière. On le sait tous, mais de temps en temps, quand on le lit, quand on y réfléchit, ça fait... Voilà, ça fait... Voilà. Donc, traitement de l'information qui, d'une façon générale, laisse apparaître toujours le même biais d'ordre culturel, peut-être un biais d'ordre culturel hérité du passé colonial européen, il faut bien le dire, et qui continue de placer, que ce soit consciemment ou non, continue de placer l'Occident au sommet de la civilisation et de l'humanité. Israël, évidemment, se situant du bon côté de l'humanité, et est perçu comme tel. Même d'ailleurs si une part très importante de la population juive d'Israël vient du monde arabe et a elle-même eu à souffrir du racisme des juifs européens venus créer Israël. Voilà. Ce biais culturel, Philippe Val l'a très très bien exprimé. Alors Philippe Val, si vous avez oublié son nom, c'était l'ancien directeur de Charlie Hebdo. C'est un ancien directeur de Charlie Hebdo qui est aujourd'hui chroniqueur européen et qui dit cette belle phrase: j'aime Israël parce que c'est un pays où souffle l'esprit européen. Voilà, je trouve que c'est très révélateur de ce biais culturel qui fait qu'on n'a pas le même regard sur les Israéliens et les Palestiniens. Et ce biais contamine l'essentiel de nos médias, avec quelques exemples. La semaine dernière, donc, la Cour internationale de justice, il y a des plaidoiries. France Info couvre l'information, bien sûr, mais la plaidoirie d'Israël, on a droit au direct, pour dire que c'est pas Israël qui est coupable de génocide, c'est le Hamas. Par contre, la plaidoirie qui a précédé de l'Afrique du Sud, c'est juste un compte rendu. Voilà. Traitement différencié. La semaine dernière encore, vous avez vu comme moi, radio, télé, journaux, papier,
tous ont consacré leur une à un moment donné et à plusieurs reprises au traumatisme de la mort de 27 soldats israéliens sur le champ de bataille. Et personne dans les rédactions ne semble percevoir l'indécence de cette émotion, alors que les Palestiniens, pour la plupart non armés, non combattants, meurent par dizaines, voire centaines chaque jour. Autre motif d'agacement, on va dire, c'est cette insistance régulière sur le statut de réserviste de 21 de ces soldats qui sont morts donc en action militaire. Ils étaient réservistes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des hommes, des femmes armés, en équipement militaire, des pieds à la tête, qui opèrent en dehors de leurs frontières. Et ce ne seraient pas des soldats, ce seraient des réservistes, mais ce sont des soldats. Hein. C'est une armée voilà, qui est en action. Mais il semble être une bonne fois pour toutes que les victimes israéliennes, qu'elles soient civiles ou militaires, armées ou non, méritent toute notre compassion, bien plus que les victimes palestiniennes. Et c'est ainsi que la télévision a montré des images forcément émouvantes, hein, des obsèques de l'un de ces militaires, de l'un de ces soldats israéliens. Et que très souvent, quand on parle des victimes israéliennes, on nous fait un portrait particulier de ces victimes. On leur donne un nom, un visage, une famille, une existence en dehors de la guerre. Alors que tout ça est extrêmement rare concernant les Palestiniens qui le plus souvent se résument à des chiffres de victimes et des photos anonymes. On peut se rappeler aussi ces comparaisons qu'on a fréquemment entendues au début de cette guerre, dans les jours qui ont suivi le 7 octobre. Comparaison que je vous lis. 1200 victimes, à l'époque on disait 1300, 1400. 1200 victimes pour une population de 8 millions d'Israéliens, ça équivaut à 50 000 victimes aux USA, c'est-à-dire 20 fois le 11 septembre 2001. En France, ça équivaudrait à 10 000 victimes comparé à la population, c'est-à-dire 100 fois le Bataclan. Mais a-t-on jamais entendu la même comparaison pour le nombre de Palestiniens tués à Gaza? 25 000, on a dépassé 25 000. 25 000 victimes à Gaza, rapportées aux 2,3 millions d'habitants, ça correspondrait à peu près à 600 000 morts en France, près de 3 millions de morts aux USA. Est-ce qu'on a entendu ces chiffres-là? Jamais. On fait des comparaisons dans un cas, mais pas dans l'autre. Enfin, pour compléter un petit peu cet état d'esprit, question posée, ah oui, là je posais la question, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ben, peut-être parce que les Palestiniens ne sont pas vraiment de notre monde, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, ce biais culturel, et qui est confirmé par la question posée par une journaliste de BFM TV à Dominique de Villepin, qui exprimait l'idée que l'horreur d'un côté ne devrait pas justifier l'horreur de l'autre côté. Et là, spontanément, la journaliste lui répond, mais vous pensez à quelle partie de l'humanité? Ben oui, parce qu'il y a plusieurs humanités, il faut le savoir. Hein. Bien naïfs ceux qui ne l'ont pas compris. Et toutes ces humanités, manifestement, ne se valent pas. Alors, pour terminer, dans le monde diplomatique de ce mois-ci, il y a un papier là-dessus avec des mentions d'études précises, notamment une étude concernant le traitement de la guerre à Gaza par 3 grands journaux américains. Aux USA, mais chez nous, c'est à peu près pareil. New York Times, Los Angeles Times, Washington Post. Et c'est tout à fait éclairant. Donc là, il y a quelques chiffres. Le mot carnage est utilisé 60 fois plus quand on parle des victimes israéliennes, du début, du 7 octobre, que pour les victimes palestiniennes. Le terme massacre est utilisé 125 fois dans la période étudiée, 125 fois concernant les Israéliens, 2 fois concernant les Palestiniens. Le mot terrifiant, 36 fois dans un cas, 4 dans l'autre cas. Voilà. Et l'enquête relève aussi le manque d'attention médiatique réservé au nombre d'enfants et de journalistes tués, qui est très conséquent, alors que ces deux groupes suscitent habituellement la sympathie des médias occidentaux. Idem dans le même papier du Monde diplomatique, pour une enquête de la BBC qui apparaît que, tandis que les Israéliens sont bien victimes de massacres, de meurtres, de carnage, les Palestiniens sont tout simplement tués ou morts. Et, note cette enquête sur la BBC, le vocabulaire concernant les relations familiales, mère, grand-mère, fille, fils, père, grand-père, etc., est très généralement réservé au sujet évoquant les victimes israéliennes, pratiquement jamais concernant les Palestiniens. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on humanise les victimes, enfin on nous donne un portrait particulier des victimes israéliennes, ce qu'on ne fait jamais pour les victimes palestiniennes.
Et le monde diplomatique lui-même, en France, relève que dans les 15 jours qui ont suivi les attaques du Hamas, tous les invités de la matinale de France Inter étaient interrogés systématiquement, ou alors s'exprimaient parfois spontanément sur les massacres du 7 octobre. Exemple, Vincent Lindon qui disait « On est obligé, si on veut se conduire bien, de dire ce que ça nous fait ». Il parlait du massacre du 7 octobre. Une même étude sur 15 jours, fin décembre, montre que le débat, alors qu'on est le débat sur le génocide est en train d'enfler, que les morts s'accumulent, on est déjà fin décembre à 20 000 morts à peu près, je ne sais plus, sur 15 jours, seuls 2 invités de cette même matinale sont questionnés sur la question. C'est-à-dire que ça n'intéresse plus. Ce sont les Palestiniens qui meurent. Voilà. Mais les exemples sont tellement nombreux qu'on pourrait en parler encore pendant 1 heure. Alors, avant de terminer, histoire de vous donner un petit peu, peut-être un petit peu le sourire quand même, avant de terminer ce rassemblement, je ne résiste pas à la tentation de vous livrer cette citation remarquable sur le sujet que je viens d'exprimer, trouvée également dans le monde diplomatique de ce mois. Alors, je vous lis la citation. Le 12 décembre, le professeur de géométrie variable et grand témoin tout-terrain Bernard-Henri Lévy n'a pas su retenir son indignation, toujours sincère, sur la chaîne israélienne francophone I24. Et il a dit, il y a vraiment un 2 poids 2 mesures en défaveur d'Israël qui est hallucinant. Oui, hallucinant, je trouve que c'est le mot. Je pense que Bernard-Henri Lévy est un petit peu halluciné. Voilà, c'est à la fois risible et triste et dramatique. Maintenant, ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on a dit là, peut-être, c'est les appels que Rana nous a lus en direct presque de Gaza, de journalistes palestiniens qui appellent à continuer, à manifester, à se rassembler, etc. Voilà, d'où on a terminé pour aujourd'hui. On vous donne quelques rendez-vous quand même encore. La quinzaine de la Palestine se termine lundi avec le film Yalla Gaza en présence du réalisateur, au Baladin, 20h30. Ce soir, soirée festive, musique, crêpes, galettes et musique aux valseuses avec le groupe Flying Cheval au bénéfice de Gaza. Et puis, la quinzaine de la Palestine, cette année, va... Comment? Ah oui, et les comptes, si les comptes, tout public, à 15h à la médiathèque, compte palestinien avec l'association 10 heures de compte. Et puis cette année, une fois n'est pas coutume, la quinzaine de la Palestine, qui s'est déjà étirée sur au moins 3 semaines, va jouer les prolongations, puisqu'on a quelques dates. Il y a un petit flyer qui circule, voilà. Et parce que je les ai plus en date, il y a une soirée aussi au profit de Gaza par Alan Reiter au chant et Gwenola Maheu à l'accordéon pour une création originale qui s'appelle Distro. Ce sont des chansons traditionnelles en breton, Werziou, son new, mais qui ont la particularité d'être surtitrés pour les nombres tenants. Il en reste quelques-uns maintenant, je crois, les nombres tenants. Et voilà, donc un spectacle original d'Alan Reiter, ça sera le jeudi 15 février à la chapelle Sainte-Anne. Et puis, le mardi 20 février, on organise une projection à la brasserie, à la Becca, rue de Quérampon à Lannion, et un débat autour d'une interview de Charles Anderlin, journaliste bien connu et spécialiste aussi d'Israël, franco-israélien lui-même. Voilà, donc à 20h30, c'est gratuit, on écoute l'interview et on en discute. Voilà, donc à la Becca. Et puis le jeudi 29 février, conférence, Thomas Vescovi, qui est vraiment un spécialiste, un historien, spécialiste de la question, et qui viendra pour une conférence qu'il a intitulée Proche-Orient, : quelles conditions, au pluriel, pour une paix entre Israéliens et Palestiniens. Et effectivement, la question mérite d'être posée, puisque on nous ressort comme un mantra la solution à 2 États qui ressasser, sauf qu'on se demande bien comment on va faire pour y arriver à cette solution à 2 États. Est-elle la bonne solution d'ailleurs? Voilà, donc ça sera à 20h30, jeudi 29 février, salle des conférences. Voilà, donc terminé pour nous. Je ne sais pas si quelqu'un du collectif prend la parole dans la foulée pour lancer la 2e manif. Ouais.